J'ai découvert Virginia Marcus et son travail via Instagram et j'ai trouvé que son travail était absolument formidable. Je viens de l'interviewer et franchement, c'était vraiment une interview hyper intéressante parce que c'est une femme qui n'a pas une vision toute noire ou toute blanche de la protection des animaux et du son militantisme antispéciste. C'est vraiment une femme de terrain qui allait voir et expérimenter dans sa vie et dans sa chair ce qu'est le fait de vivre avec des animaux de ferme. Cette interview a été pour moi l'occasion de vraiment réfléchir à la question de l'antispécisme, mais aussi à la question du dialogue entre l'antispécisme et le monde rural. Ce sont deux visions du monde qui semblent diamétralement opposées. Et pourtant, Virginia nous montre qu'un dialogue est tout à fait possible et envisageable puisque c'est un dialogue qu'elle a engagé avec des éleveurs et des éleveuses. Et c'est peut-être cette voie-là qu'on appelle en yoga ahimsa, la non-violence. C'est peut-être cette voie qui générera de nouvelles manières de faire et de penser dans le monde rural, mais aussi dans le monde urbain. On aborde également dans l'interview la question de la mort avec Virginia. Vous savez sans doute que c'est une question que je trouve vraiment importante dans ma pratique du yoga et qui malheureusement reste très taboue dans nos sociétés. Mais Virginia a une vision vraiment très belle de la mort, donc j'espère que sa vision pourra également nourrir votre cheminement par rapport à cette question. Je vous rappelle que ce podcast a été enregistré dans le cadre du Podcaston. C'est une initiative qui réunit des podcasteurs et des podcasteuses qui souhaitent mettre en lumière des associations. Je vous invite vraiment à aller visiter le site du Podcaston. Vous découvrirez d'autres podcasteurs et podcasteuses et d'autres associations qui font un travail tout à fait formidable. Eh bien, bonjour Virginia et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation parce que je crois que tu es très sollicitée, donc vraiment merci d'avoir accepté cette interview. Je t'ai découverte via l'algorithme Instagram. Je suis une grande fan de chèvres depuis quelques années et je pense que c'est peut-être à cause de ça. Et puis je suis assez investie aussi dans la protection animale. Et j'ai trouvé que que ce que tu faisais était absolument fantastique puisque tu as ouvert un sanctuaire pour animaux de ferme en Suisse et qu'en parallèle, tu milites pour la cause animale et que tu accompagnes aussi des agriculteurs et des agricultrices dans leur éventuelle reconversion. Entre autres, parce que je crois que tu fais encore d'autres choses. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment une approche assez géniale. Et voilà, du coup, je voulais savoir, pour commencer, comment est-ce que tu en es venu à créer ce sanctuaire pour animaux et quel est ton parcours, un petit peu, si tu pouvais nous parler de ça. Merci pour l'invitation et pour ton intérêt. Alors écoute, moi je pense avoir été toujours très très sensible aux animaux, vraiment depuis toute petite. Hein. Simplement, j'ai été conditionnée par la société comme tout le monde. Donc jusqu'à mes 18 ans, je consommais des produits animaux comme tout le monde, plus ou moins, sans trop me poser la question de qui j'avais dans l'assiette. Et il a fallu attendre mes 18 ans pour que je me rende compte, en fait, finalement, que les poules, les cochons, les vaches, c'était aussi des animaux sensibles et que malgré tout, je les mangeais et que ces animaux étaient forcément mis au monde pour être exploités et être tués pour être consommés ensuite. Et c'est là que j'ai pris conscience déjà à 18 ans du fait que j'étais dans une espèce d'incohérence qui me convenait plus. Et c'est là que j'ai voulu m'engager plus activement. Donc j'ai déjà à mon niveau changé de mode de consommation. Et quelques années plus tard, en fait, j'ai fait la rencontre d'un veau. C'est vraiment un moment charnière dans ma vie. J'ai fait la rencontre d'un veau dans une exploitation laitière bio. Ce veau était détenu dans un box isolé, comme c'est le cas de la quasi-totalité des veaux dans l'industrie laitière, que ce soit bio ou pas. Et donc, ce veau était détenu dans un box et je me suis renseignée auprès de l'éleveur pour savoir pourquoi est-ce qu'il n'était pas auprès de sa mère, en fait, hein, parce que c'était un tout jeune veau. Et là, cet éleveur m'a dit, écoute, c'est simple, hein, si tu manges du fromage toi aussi, et il faut que tu saches que je peux pas nourrir ce veau avec le lait de sa mère. Et en fait, là, ça a été un déclic très puissant dans ma vie parce que je me suis rendu compte que, voilà, moi, Virginia Marcus, née en Suisse, instruite à l'école, etc., j'étais pas au courant, en fait, de quelque chose d'aussi élémentaire que ça. C'est-à-dire que les vaches donnent du lait parce qu'elles sont des mères.
et pas parce qu'elles sont des vaches. Et en fait, du coup, si on veut pouvoir consommer des produits laitiers, en Suisse notamment, eh ben, il faut pouvoir faire naître des veaux, les retirer de leur mère pour pouvoir prendre le lait de ces mères-là et le commercialiser. Et donc, les veaux en question sont isolés pendant quelques semaines ou quelques mois pour être engraissés et finissent inévitablement à la boucherie quand il s'agit de mâles. Donc là, à 24 ans, j'ai eu vraiment un second déclic très puissant, où je me suis dit: «OK, bah, ça suffit pas que je change d'alimentation dans mon coin, j'ai besoin de porter la voix de ce veau et de ses congénères, plus largement auprès d'un grand public parce que si je ne suis pas au courant de cette réalité-là, c'est que la société fait en sorte que je ne sois pas au courant, mais que les autres non plus». Donc là, j'ai commencé à m'engager de façon militante, beaucoup plus activement en donnant d'abord des conférences, en participant à des marches, des manifestations publiques. Jusqu'au jour où je me suis dit, bah, en fait, ce que j'ai envie de montrer, c'est qu'on peut, en tant que citoyenne lambda, en fait, creuser des informations sur une filière qui nous concerne toutes et tous, vu qu'on est consommateurs et consommatrices de ces produits. Et j'ai envie de montrer qu'on peut aller à la pêche aux informations et en faire quelque chose de constructif pour le bien commun, que ce soit pour les animaux, mais aussi les agriculteurs et les agricultrices. Et c'est là que je suis partie enquêter sur l'industrie laitière entre 2015-2017 à peu près, durant un peu plus d'une année. Et l'idée, c'était de gravir tous les échelons de la filière, donc de l'élevage à l'assiette, hein, et vraiment comprendre cette réalité pour mettre en lumière ce que vivent les animaux, mais aussi les agriculteurs et aussi, bah, d'une certaine façon, les consommateurs, consommatrices. Donc, j'ai publié un premier livre en 2017 qui s'appelle Industrie laitière, une plaie ouverte à suturer, pardon. Et là, ça a été le démarrage en fait de mon engagement militant médiatique, j'ai envie de dire, au public, parce que j'ai aussi révélé des enquêtes en caméra cachée dans des élevages et un abattoir. Et là, voilà, ça a été en cascade pendant plusieurs années, avec beaucoup de bruit médiatique autour des actions que je menais. Il y a eu un deuxième livre, Désobéir avec amour, en 2018, qui me permettait de contextualiser les actions justement de désobéissance civile et de les décriminaliser, en fait, en montrant que toute lutte sociale de tout temps ont dû faire appel à des méthodes militantes plus ou moins consensuelles et que c'est ensemble que ces méthodes ont pu faire bouger les choses. Et en fait, pour arriver au sanctuaire, ce qui s'est passé, c'est que à force de débats médiatiques, à force de confrontations, je me suis rendu compte que j'avais envie, en tout cas de mon vivant, de pouvoir construire des solutions et de ne pas simplement dénoncer ou critiquer un système, mais vraiment co-construire des solutions pertinentes. Et c'est pour ça que je me suis dit: «OK, bah, là, je vais créer une association qui agisse en complémentarité à d'autres associations qui agissent sur le milieu politique, sur le milieu de la santé, et cetera, et je vais créer, une association qui permette d'avoir un impact concret sur des animaux dits de rente, déjà à court terme, par le biais d'un sanctuaire qu'on a créé justement, mais aussi en accompagnant concrètement des éleveurs et des éleveuses qui changent, de voie professionnelle pour des raisons éthiques. Et c'est là qu'en fait, ça a été une manière pour moi avec Coexister de tendre une main vers ce milieu-là, très concrètement, et montrer qu'on n'est pas que dans la dénonciation, mais on est vraiment dans, bah, la réflexion et la construction de solutions, qui soient pérennes, en fait. Donc j'en suis arrivée à ça de cette façon-là. OK, c'est waouh, quel parcours! C'est hyper inspirant. Et là, du coup, moi, en fait, ce qui me vient comme question, c'est comment est-ce que tu es accueilli par le monde rural? Parce que j'ai quand même l'impression, bon, voilà, moi, depuis quelques années, je vis un peu à la campagne et tout, et je me rends compte que c'est quand même un milieu qui est assez fermé. Alors peut-être que c'est pas pareil en Suisse, je sais pas, mais c'est un milieu qui est assez fermé, avec des traditions hyper fortes. Et du coup, je voulais un peu savoir comment est-ce que tu es accueilli par ce monde-là. Est-ce que tu as l'impression que voilà, ta parole arrive à percer et à être accueillie par ce milieu? Bah, en fait, c'était très difficile au début, bien sûr, parce que j'étais étiquetée comme étant une militante, une activiste, très confrontante. Donc, en fait, même déjà dans les médias, les personnes du milieu agricole, étaient en général assez inconfortables en face de moi sur les plateaux télé et radio parce que au final, je savais quand même de quoi je parlais parce que j'avais été sur le terrain et en même temps, j'avais des idées radicalement opposées aux leurs. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand, j'ai créé l'association Coexister, j'ai voulu aller au-delà du clivage, en fait. Et même si depuis le début, hein, depuis mon premier livre, je parle d'accompagner la reconversion des éleveurs et des éleveuses, à la base, j'étais pas légitime. Et c'est une réalité, c'est que j'étais pas légitime pour le faire parce que j'étais justement une activiste en dehors du milieu agricole et donc ces personnes ne se sentaient pas du tout en confiance avec moi pour faire ce chemin. Ça leur traversait pas l'esprit et ce que je comprends bien.
Et donc, j'ai dû faire preuve d'humilité, vraiment. J'ai dû me baigner dans ce milieu agricole-là depuis que je suis arrivée ici à Fresnières-sur-Bé. Et ça a été un chemin qui s'est construit sur les années, un chemin de confiance, un chemin d'échange et de dialogue, jusqu'au moment où en 2021, en fait, il y a le premier couple d'éleveurs qui m'a approché et qui a envisagé une reconversion. C'était pas le premier but d'ailleurs de cette rencontre, mais c'est devenu le cas après quelques semaines d'échange. Et en fait, Stéphane Beau, donc c'est justement le premier éleveur que j'ai accompagné, a été le premier aussi à être prêt à parler publiquement de ce chemin de reconversion. Et c'est là que, en fait, ensemble, depuis 2021, on a Mmh. construit en fait le dialogue et qu'on l'a rendu public, et c'est ce qui a permis d'en inspirer d'autres. Et en parallèle, bah, bien sûr, moi, ça faisait quand même quelques années maintenant que j'étais installée au sanctuaire, donc j'ai appris le quotidien d'une paysanne après avoir vécu justement depuis 2019 avec des grands animaux de rang. Et aujourd'hui, mon quotidien, c'est celui d'une paysanne la plupart du temps, en fait. Et le fait que les éleveurs-éleveuses me voient dans cet habit-là, j'ai envie de dire, ou dans ce rôle-là, a fait qu'ils ont davantage été prêts, en fait, à s'approcher de moi. Ne serait-ce que pour dialoguer, en fait, hein, pas toujours pour entamer une reconversion, mais en tout cas pour dialoguer. Et d'ailleurs, depuis bientôt une année maintenant, j'ai commencé une formation d'agricultrice, donc une reconnaissance des acquis qui me permettra d'avoir un diplôme d'agricultrice. Donc, je baigne dans ce milieu-là avec des gens qui sont vraiment issus de familles paysannes, et c'est très intéressant parce que moi, j'apprends énormément à leur contact, bien sûr, et je vois que ces personnes aussi, à mon contact, se remettent en question beaucoup plus facilement, je pense, que si j'étais pas là. Donc, c'est un échange en fait qu'on a construit. Et donc, si tu veux, bah, aujourd'hui, le dialogue, il est clairement établi, et c'est très, très rare que des éleveurs et des éleveuses soient encore très fâchés avec moi. Il y en a quelques-uns, bien sûr. Mais globalement, j'ai plutôt l'impression qu'il y en a qui sont intrigués, d'autres qui sont même admiratifs d'une certaine façon, et d'autres qui sont neutres. Mais en tout cas, le dialogue a été entamé, et puis il y a quand même des personnes avec lesquelles c'est pas possible de dialoguer, mais c'est OK, et ça, c'est dans tout milieu confondu, quoi. Ouais, non, c'est sûr que bah, moi je trouve que c'est une très bonne idée quelque part parce que on se rend compte que enfin moi j'ai l'impression que bon le militantisme pour la défense des animaux, ça fait quand même vachement longtemps. Les enquêtes L214, ça fait longtemps qu'elles sont sorties et tout. Et de se dire. Et ça marche pas. Enfin, j'ai l'impression, moi, que tu vois, ça avance pas vraiment. Et du coup, je me dis peut-être que c'est de cette manière-là, ça avancera peut-être plus, en fait, il y a vraiment un dialogue qui s'installe, en fait. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, si tu as l'impression de voir une amélioration ou si au contraire, Ouais. non. Bah, en fait, c'est ce que je disais dans Désobéir avec amour en 2018. Mm. Je pense qu'on doit être très lucide sur le fait que c'est toujours la complémentarité des méthodes militantes qui permettent de faire avancer une cause, toute cause confondue. Et après, il y a des résistances politiques d'un pays à l'autre, ça c'est sûr. On voit bien qu'en Suisse, les avancées sont beaucoup plus rapides et fluides qu'en France, par exemple, où il y a énormément de conflits politiques en permanence. Et donc, c'est beaucoup plus difficile de faire avancer les choses. Par contre, au niveau citoyen, je trouve que globalement, en Europe en tout cas, et même en dehors de l'Europe, il y a une prise de conscience collective qui est initiée autour de la cause animale. Et c'est ce qui fait, hein, c'est ce qui fait très concrètement qu'il y a de plus en plus d'alternatives végétales dans les supermarchés, dans les restaurants, le fait qu'il y ait de plus en plus de personnes qui créent des sanctuaires, le fait qu'il y ait de plus en plus d'associations qui défendent les droits des animaux, et en fait, et aussi des politiciens qui se préoccupent de la question. Et donc, si tu veux, pour moi, maintenant, ça fait bientôt 10 ans que je milite. J'ai vraiment vu cette évolution en Suisse, en tout cas, de façon très marquée. Je trouve que ces dernières années, c'est absolument incroyable ce qu'on a constaté comme évolution par rapport au mode de consommation, mais aussi par rapport aux conditions de détention des animaux, des choses, tu vois, vraiment très concrètes qu'on peut mesurer. Et, et en fait, tu vois, par exemple, en France, L214 fait ce travail absolument magistral depuis des années de créer, de produire des enquêtes. Par exemple, hein, il n'y a pas que ça, L214 fait plein de choses. Bah, par le biais des enquêtes, aujourd'hui, L214 arrive à faire pression, tu vois, sur des grands groupes aussi. Et même si le monde politique résiste, il y a quand même des pressions qui sont soutenues par les consommateurs et consommatrices. Donc, il y a quand même des choses qui bougent. Euh, et donc, je pense que ça vaut la peine. Alors, moi, je suis pas du genre à dire il faut garder espoir. J'aime pas trop ce terme. Je pense qu'il faut être réaliste et on va pas obtenir une société parfaitement égalitaire. Je suis convaincue que ça n'arrivera pas. Par contre, on est quand même en train de mesurer la direction que la société est en train de prendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, globalement, c'est très rare que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous dire non, j'en ai texto rien à foutre des animaux et puis je changerai jamais. Il y en a, c'est sûr. Mm. Mais je trouve que dans la balance, depuis 10 ans, voilà, la balance est en train de s'équilibrer quand même à ce niveau-là. Et
toute façon, peu importe les résultats, hein, on continue à s'engager. Ne serait-ce que pour mesurer des résultats à court terme et à petite échelle, il faut pouvoir s'engager. C'est ça l'essentiel. Ouais, c'est ce que en yoga, on appelle le karma yoga, l'action désintéressée. C'est-à-dire qu'on agit, mais sans chercher les fruits de ses actes. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu des animaux qui sont dans ton sanctuaire? Parce que au final, c'est un peu quand même pour eux qu'on fait tout ça, donc, enfin, que tu fais tout ça. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de leur parcours? Alors, peut-être pas de tous, parce que je crois qu'ils ont des parcours très différents et ça prendrait peut-être un peu trop de temps, mais voilà, s'il y a certains animaux dont tu as envie de nous parler un peu plus ou... Bien sûr. Oui, alors ici au sanctuaire Coexister, on accueille une quarantaine d'animaux à l'année. Des animaux qui sont toutes et tous issus soit d'élevage, soit de laboratoire, et qui auraient dû finir à l'abattoir ou à l'euthanasie, selon les cas de figure. Et donc là, depuis quelques années, je me suis spécialisée vraiment sur les animaux les plus difficiles à replacer dans d'autres contextes. Et donc, on accueille spécifiquement des bovins, des cochons et des moutons, et quelques lapins, chiens, chats, mais c'est anecdotique. Et en fait, l'idée, c'était d'aménager les infrastructures pour ces espèces-là, pour lesquelles c'est beaucoup plus dur de trouver des familles ailleurs. Tu vois, par exemple, les poules, les lapins, les Hmm. chevaux, les ânes. À chaque fois que j'ai des demandes, en fait, j'arrive à trouver des familles pour ces animaux-là sans même qu'ils aient besoin de passer par chez nous. Donc, c'est le plus simple. Par contre, en effet, pour les vaches, les cochons, les moutons, c'est plus dur. Et, euh, et donc, le point commun de tous ces animaux, c'est qu'ils viennent de situations d'exploitation. Ça, c'est le point commun de tout le monde. Après, il y a un certain nombre d'animaux qui sont arrivés ici parce que leurs éleveurs ont voulu abandonner l'exploitation animale, se questionner, se reconvertir. Et donc, ça, c'est vraiment louable aussi. Et bah, parmi ces animaux, tu as forcément, tu vois, dans chaque clan, des personnalités qui émergent plus facilement. Et ça, c'est comme chez les humains. Je pense que chez les animaux, c'est pas conscient, mais il y a des porte-paroles dans le clan. Et parmi ces porte-paroles, bah, je vois bien que à chaque visite, à chaque rencontre, à chaque sortie de classe, enfin voilà, il y a des animaux spontanément qui vont venir au contact des gens pour toucher leur cœur. Bon, ça c'est évident. Et donc c'est assez intéressant parce qu'en parallèle, bah moi je parle plus facilement aussi de leur parcours à eux, de ces animaux-là, parce que je sais que enfin ça fait partie en fait de leur histoire quoi. Et donc tu vois par exemple chez les bovins, on a 8 bovins actuellement de races différentes, de gabarits différents, d'âges différents, et c'est ça qui est très beau d'ailleurs parce ils forment vraiment un clan très hétéroclite et qui est magnifique et très équilibré, et c'est juste magnifique de voir des bovins de 1 an à 10 ans avec vraiment des gabarits très différents et faire famille en fait, ils font famille. Et, euh, et parmi ces bovins-là, il y a une vache qui est vraiment emblématique du clan, c'est Fortuna. Fortuna, c'est une vache réformée de l'industrie laitière. Elle a 10 ans et elle vient d'un élevage extrêmement négligent et extrêmement maltraitant. Et donc, elle a subi vraiment des négligences graves pendant plusieurs années qui l'ont conduite à développer des problèmes de santé irréversibles, notamment de l'arthrose précoce au pied arrière, ce qui fait qu'elle est en partie handicapée. Mais elle va bien, on l'a soignée ici, elle se porte super bien, elle est heureuse de vivre, elle marche à sa façon, mais elle marche. Et c'est une vache qui est incroyable parce que son histoire, elle est pourtant très commune à beaucoup d'autres vaches laitières. Mais le fait qu'on ait pu parler de sa personnalité, de ce qu'elle a vécu, de ses problèmes de santé et d'où elle vient, ça a touché énormément de gens par le biais des réseaux sociaux, par le biais de certains reportages médiatiques aussi, mais aussi par le biais des visites aux sanctuaires. Parce que cette vache, Fortuna, elle est arrivée prostrée, introvertie, vraiment cassée psychologiquement et physiquement. Et plus le temps passe, plus elle a découvert en fait le bonheur incroyable de d'être chouchoutée. Et aujourd'hui, elle demande ça, quoi. Donc dès qu'il y a des gens qui viennent, elle vient, elle tend son cou, elle demande à être câlinée. Et c'est une belle preuve de résilience en fait cette vache. Et au-delà de son handicap, elle continue à véhiculer des messages incroyables au quotidien. Tu vois. Donc ça, c'est des histoires qui sont marquantes, je trouve, parce que elle parle de résilience, elle parle de détermination et elle parle d'amour. Et enfin, voilà, c'est c'est toujours très très touchant. Et dans chaque clan, tu as un ou deux individus comme ça. Les autres ont tous un rôle très important à jouer dans le clan aussi. C'est juste qu'ils sont peut-être moins porte-parole vis-à-vis des visiteurs, visiteuses qui viennent. Et par exemple, chez les cochons, je peux te parler de Bootsy, qui est un cochon issu d'un élevage intensif d'engraissement. Il vient d'un élevage dans lequel il était détenu comme quasi 100% des cochons. Hein. Il était détenu dans un petit box avec une dizaine de congénères, sans accès extérieur, sans lumière du jour. Et le but, c'était qu'il soit engraissé le plus vite possible.
faut savoir que les cochons roses, donc on appelle ça les white large ou les grands blancs, ils sont censés être engraissés en 6 mois. Ils doivent peser 100 à 120 kilos en 6 mois pour être bouchoyés et consommés ensuite. Et donc Bootsy, à l'âge de 4 mois, il faisait déjà 60 et quelques kilos. Il était considéré comme le plus petit de sa portée. Et il est arrivé chez nous et c'était un véritable bulldozer qui était débordant de joie. Il avait jamais vu l'extérieur en fait. Donc c'était vraiment pour lui waouh, c'était incroyable de découvrir cet environnement-là. Et puis bah lui typiquement voilà, il est représentatif de cette réalité qu'on occulte. C'était un bébé en fait, hein. À 4 mois, c'était un gros bébé, mais trop fort et trop grand pour son âge. Et on oublie que quand on consomme du jambon, du saucisson, des produits comme cela, en fait, on mange des animaux qui étaient des bébés, qui avaient 6 mois d'âge, 6 mois, 8 mois, tout plus. Et, et lui, il a touché énormément de gens. Il est toujours là, il touche toujours des gens parce qu'il a une personnalité vraiment incroyable. Il est très joyeux, il est très communicatif. Donc à chaque fois qu'il me voit, il me fait la fête, enfin comme un chien pourrait le faire. Et c'est important aussi de mettre en parallèle la sensibilité, la propreté, l'intelligence des cochons à celle des chiens qui sont vraiment très similaires par exemple. Donc voilà, puis je peux encore te parler d'une brebis qui s'appelle Jaman qui est chez nous aussi. Jaman, elle est arrivée chez nous, elle avait que 2 jours d'âge, donc on a dû la biberonner. Elle a vécu dans la maison avec les chiens-chats au début, puis avec les vaches après. Puis c'est une brebis incroyable parce qu'elle est extrêmement téméraire, très sociable, très bout en train parce qu'elle a jamais connu aucun contexte d'exploitation, ce qui fait qu'elle est vraiment bien dans sa tête et bien dans son corps, ce qui n'est pas le cas de certains moutons qu'on a accueillis qui viennent d'élevage intensif d'engraissement et qui sont arrivés avec des problèmes de santé et aussi beaucoup plus de méfiance vis-à-vis des humains, quoi, évidemment. Donc c'est toujours intéressant de voir ces parallèles et en tous les cas, ce qui est beau ici au sanctuaire, c'est que chacun déploie sa personnalité et s'émancipe en fait en arrivant ici parce que le rapport change. L'environnement change, mais le rapport change avec les humains. Et donc, tu as des animaux qui étaient considérés comme agressifs, ou craintifs ou je ne sais quoi dans l'élevage ou au laboratoire, puis qui arrivent ici et qui changent totalement de personnalité et dans le bon sens du terme, quoi. Donc c'est ça qui est toujours beau à voir. Et même des éleveurs qui viennent revoir les animaux qu'ils ont replacés ici sont en général très surpris de voir comment les animaux sont devenus maintenant que le rapport a changé en fait. Oui, bah, j'imagine que tout ce qui est trauma, etc., enfin, pour les animaux, c'est un peu le même système, enfin, ça fonctionne de la même manière que pour les humains, hein. Il n'y a pas de, enfin, je pense qu'il n'y a pas de raison. Les systèmes nerveux sont les mêmes et la sentience est la même. J'ai pu expérimenter ça aussi avec mes petites chèvres parce que j'ai sauvé des chèvres aussi de l'euthanasie et il y en avait. Et clairement, les personnalités sont pas les mêmes. Il y a on s'attache plus à certaines cas. Enfin voilà, c'est comme ça. On a des rapports aussi plus ou moins forts. C'est comme avec les autres humains, en fait, hein. Et d'ailleurs, enfin, quand tu parles aussi de problèmes de santé, etc., chez les animaux qui ont vécu l'exploitation, parce que moi, je l'ai vécu, j'ai eu des chèvres qui avaient elles ont toutes le CAEV. Enfin, bref, j'en ai plus qu'une maintenant, mais je sais pas si tu connais cette maladie. C'est une maladie qui est dégénérative et qui est dans tous les cheptels français et qui déforment leurs articulations. Et c'est hyper dur, en fait, de voir mes petites biquettes enfin, voilà, qui sont pleines de vie et tout ça, et puis qui, finalement, on peut rien faire. Enfin, il n'y a rien. J'ai remué ciel et terre pour essayer de voir ce que je pouvais faire, et c'était, ben voilà, c'est incurable. Et du coup, je me demande comment toi tu fais pour gérer ça, parce que j'imagine que c'est aussi ton quotidien, en fait, ces problèmes de santé, mais aussi bah, la question de la mort, en fait, parce que j'imagine que bah, il y a aussi, ça fait partie aussi de ce que tu vis au quotidien. Et comment est-ce que toi tu vis ça? Est-ce que, voilà, ouais, comment est-ce que tu le vis? Ouais, bah, c'est intéressant que tu abordes cette thématique-là. C'est clair qu'elle est centrale hein, quand on vit avec Mm. des animaux dits de rente, pour la plupart qui sont issus de parcours quand même relativement ouais, négligents, maltraitants, mais aussi qui sont issus de la sélection génétique, hein, qui pèse lourd en fait sur leur espérance de vie. Avec des maladies parfois, comme tu l'as cité pour Mm. les chèvres, tu vois, pour les truies par exemple ou les cochons roses qu'on accueille, on sait que 100% de ces animaux-là vont développer des problèmes articulaires tellement graves qu'à un moment donné, ils pourront plus se lever. C'est 100% Mm. des sanctuaires qui vont le dire, donc on le sait. Et moi, j'ai encore pas
dû accompagner un cochon rose à l'euthanasie, mais je sais que ça va arriver parce que malheureusement, c'est des animaux qui sont issus d'une sélection génétique tellement intense que ils sont pas faits pour vivre longtemps. En fait, comme on le dit, ils sont censés prendre 120 à 140 kilos en 6 mois, et donc quand ils dépassent l'âge de 6 mois, ils développent inexorablement des problèmes de mobilité. Et surtout s'ils n'ont pas pu se déployer correctement dès le plus jeune âge. Et donc, c'est clair que c'est une thématique très, très récurrente. Et ça, c'est vraiment une des thématiques centrales de Ce que murmurent les animaux, qui est mon troisième livre que j'ai sorti en 2024. Parce que, en fait, les animaux m'ont appris à réapprivoiser la mort. C'est un sujet dont on parle très peu en Occident. C'est un sujet extrêmement tabou, qui soulève beaucoup d'émotions, beaucoup de craintes. Et en fait, de vivre avec des animaux, ça nous permet de voir cette étape comme une étape de vie, la plus naturelle du monde d'ailleurs, de la même manière que la naissance, et de pouvoir accompagner ces moments-là beaucoup plus sereinement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de tristesse, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sentiment d'injustice parfois, ça veut simplement dire qu'on sait que ça va être le rôle de ce genre de lieu, que sont les sanctuaires, d'accompagner aussi les animaux vers une mort la plus digne possible. Et, euh, et comme je dis toujours, pour moi, la mort, c'est pas un problème en soi, hein, évidemment. C'est même moi, je suis heureuse et reconnaissante de pouvoir accompagner les animaux à la mort de façon sereine ici au sanctuaire quand c'est le bon moment. C'est vraiment une mission importante du lieu. Et c'est important de permettre aux gens aussi de pouvoir appréhender la mort différemment avec les animaux, parce que ça leur permettra d'appréhender aussi mieux la leur et celle de leurs proches, etc. Par contre, ce qui est difficile dans les lieux comme les nôtres, c'est d'accompagner à la mort des animaux qui ne sont pas censés mourir aussi jeunes et, euh, et aussi vite, justement parce qu'ils sont issus de sélection génétique intensive. Et ça, c'est toujours difficile parce que on voit que leur esprit résiste beaucoup plus alors que leur corps les lâche. Et tu vois, c'est pas comme une maladie qui se développe, voilà, sur quelques semaines, quelques mois pour des animaux vieillissants ou je ne sais quoi. C'est vraiment là, on sent qu'il y a un décalage quoi entre l'esprit et le corps, et là c'est plus difficile. Voilà, on doit faire avec. Donc autant accompagner ces moments le plus sereinement possible, en étant à l'écoute à chaque instant de ce que l'animal nous montre. Et pour moi, c'est ça qui est fondamental dans la mort, en fait, c'est d'accompagner au maximum le libre arbitre de celui qui part. Et donc, chaque décès est unique en son genre. Et c'est vraiment un sujet, d'ailleurs, on a fait une table ronde il n'y a pas très longtemps avec des professionnels de la question de la mort, pour mettre au cœur du débat le fait que il n'y a pas de dogme applicable possible sur la mort. Parce qu'en fait, chaque personne qui décède va le vivre différemment et chaque situation est différente aussi. Et donc, on peut pas, tu vois, dire de façon dogmatique, est-ce que tu es pour ou contre l'euthanasie, est-ce que tu es pour ou contre l'acharnement thérapeutique. En fait, ça dépend de l'individu, que ce soit un animal ou un humain d'ailleurs. Et donc, tu as des animaux, que ce soit des chèvres ou des chevaux ou des vaches ou des cochons ou des poules, qui auront envie, tu vois, de lutter pour leur vie et qui sont prêts à s'acharner thérapeutiquement, ils vont accepter les soins, ils vont collaborer, etc. Tu le sens que ils ont cette envie-là. Puis d'autres qui voudront juste pas être touchés. Et puis, il faut aussi accepter. Comme les humains, quoi. Je dis toujours, t'as des humains à qui on diagnostique un cancer et qui vont tout de suite vouloir faire chimio, radiothérapie, etc. Et puis voilà, c'est leur choix. Puis d'autres qui vont dire, OK, bah, moi, je vis avec et puis je fais rien et j'attends que les symptômes se déclarent, quoi. Et on peut pas juger ça. Et les animaux nous remettent bien à notre place avec ça, je trouve. Parce que les fois où on essaye de projeter sur eux nos propres peurs, et ben, en général, ils nous font bien comprendre que c'est pas adapté, quoi. Donc, c'est fondamental en tant qu'humain d'être suffisamment humble pour observer ce que l'autre vit sans interférer, mais plutôt en accompagnant le processus. C'est comme ça que j'accompagne la mort, en tout cas, au maximum, quoi. Ouais. Et puis j'ai l'impression aussi que, enfin, moi j'ai pu voir, il y avait une chèvre avec qui j'étais très très proche et ça a été très dur de la voir, qu'elle avait décidé que maintenant c'était le moment pour elle de partir et moi j'étais pas d'accord jusqu'au moment où j'ai dit bah ok, c'est bon, enfin il y a eu tout un processus dans ma tête, je dis ok, c'est bon, je suis ok avec ça et elle est morte le lendemain en fait. Et tu vois, genre rien que d'y penser, ça m'émeut, mais du coup, voilà, c'est pour ça aussi que je voulais parler de la question de la mort avec toi, parce que ça a aussi transformé ma vision des animaux et ma vision de la mort globalement.
D'ailleurs, je voulais te parler de ce taureau. Je crois que c'est un taureau que vous avez, qui vous se laissait pas trop toucher. Et ben justement, moi, je me suis dit, j'imagine que tu as pas dû endormir pendant plusieurs jours de prendre cette décision, que ça a dû être compliqué de te dire, bah ok, on va le faire euthanasier à distance, etc., au milieu de son troupeau pour que ce soit doux et tranquille pour elle. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait eu plein de commentaires sur le post qui m'ont vraiment énervé parce que les gens étaient là, ah, mais comment tu peux décider de faire ça? Et voilà, moi, ça m'a vachement énervé. Et je me suis dit, en fait, c'est hyper dommage parce que on partage tous les mêmes convictions. En tout cas, les gens qui te suivent, j'imagine qu'ils partagent les mêmes convictions. C'est quand même super triste de voir que, enfin, que ouais, qu'on s'acharne contre toi. Alors comme moi, j'imagine, enfin, quand on a un peu conscience de ce que c'est, etc., d'accompagner des animaux de ferme. Enfin voilà, je ne sais pas comment tu l'as vécu toi, mais moi, ça m'a vraiment énervé voilà, ces commentaires, etc. Bon, après, j'ai rien dit, mais je me suis demandé comment toi, tu l'avais vécu et comment tu gères aussi peut-être globalement les commentaires sur les réseaux sociaux qui sont un peu hors sol parfois. Bah, en Mm. fait, dans cette situation, j'aime bien rappeler la mission première de l'association. La mission première de l'association, c'est montrer comment concrètement on met en œuvre la cohabitation interespèces. Et quand je dis ça, j'insiste sur le concrètement, en fait, parce que il y a un décalage très très net entre la théorie animaliste ou antispéciste et la pratique. Et il y a en fait un décalage net aussi entre les personnes qui cohabitent avec des animaux de différentes espèces, qui pratiquent au quotidien en fait ce que ça veut dire, et les personnes qui, depuis leur canapé, caressent un chat et pensent qu'en connaissant un chat, elles connaissent l'entièreté des espèces animales et que on peut de façon dogmatique, encore une fois, dire que ça c'est bien, ça c'est mal, quoi. En fait, tu vois, les paysans souvent reprochent aux antispécistes, à juste titre, je pense parfois, d'être déconnectés de la réalité des animaux et d'être déconnectés aussi de la réalité de la nature et du milieu agricole. Et c'est vrai pour la plupart des personnes qui ont adopté un régime végétalien ou qui sont antispécistes dans l'âme ou peu importe l'étiquette qu'on met là au cours, on s'en fiche. Euh, il y a une intention qui est bonne, qui est très louable, qui est celle de défendre les droits des animaux et puis d'essayer d'agir en accord avec ses propres valeurs. Mais par contre, il y a souvent une méconnaissance concrète de qui on parle. Quand on dit qu'on est sensible aux droits des animaux, de quels animaux on parle? Est-ce qu'on connaît ces individus-là? Et si tu veux, moi, je fais toujours le parallèle dans ces situations. Je me dis, bah, ça me fait toujours penser aux hommes qui donnent aux femmes des conseils sur comment elles devraient revendiquer leurs droits. Je pense que c'est pas les personnes les mieux placées pour le faire, en fait. Les femmes sont les mieux placées pour se réapproprier leur corps et savoir comment elles doivent défendre leurs droits. Et donc, ce qui est dommageable parfois dans les luttes qu'on défend, c'est que il y a des personnes qui sont pas légitimes pour parler au nom des animaux ou des femmes ou peu importe de quelle lutte on parle, mais qui s'expriment très très fort. Et en fait, bah avec Coexister, c'était une de mes missions. C'était de dire, OK, je veux pas être une antispéciste bobo citadine des villes qui comprend rien, en fait. Je veux montrer ce que c'est que le concret. Et pour ça, je dois me baigner là-dedans et je dois faire mes expériences et mes erreurs et apprendre de ça. Et en fait, c'est aussi ça qui m'a rapproché des éleveurs et des éleveuses et c'est aussi pour ça qu'ils me font confiance. C'est parce qu'ils voient que dans le concret, je vis le même quotidien quasiment que ces personnes-là et que je suis pas déconnectée de cette réalité-là. Et quand je parle de cette réalité-là, c'est aussi avoir affaire à des animaux qui font 700 kilos. Et pour la plupart, tu vois, sur les 8 bovins qui vivent chez nous actuellement, les 8, je peux leur faire tous les soins sans contrainte, quasiment. Je peux leur couper les ongles quand ils sont couchés, je peux les brosser, je peux faire vraiment, enfin, il y a un lien de confiance qui est tel que même les éleveurs éleveuses sont surpris en général quand ils voient le lien que j'ai avec les bovins. Mais, comme avec des humains, parmi les bovins ou parmi les autres espèces animales, il y a aussi des individus qui n'ont pas envie d'être en lien pour X, Y raison, à cause d'un passé traumatique, à cause de la personnalité, à cause de troubles psy. Il y a aussi des troubles psy chez les animaux. Et en fait, nous, en tant que responsables de ces lieux-là, on doit s'adapter à chaque individu. Et donc, pour moi, je rappelle toujours cette histoire de dogme que j'essaye de dépasser. Tu vois, bien sûr, l'euthanasie, c'est peut-être une des méthodes les plus douces qui existent quand c'est le bon moment pour l'animal et quand le vétérinaire sait comment pratiquer avec les bons dosages, avec les bons produits et quand c'est fait dans le bon contexte. Pas de souci. Euh, Avant de créer ce sanctuaire, j'ai vécu une année au Qatar, pays dans lequel j'ai travaillé dans une clinique vétérinaire. Donc, c'était mon quotidien d'accompagner des animaux à l'euthanasie. Littéralement, tous les jours, il y en avait. Et j'ai vu
sur, tu vois, 8 cas sur 10 des euthanasies qui se passaient sereinement, l'animal était consentant, c'était le bon moment, il n'y avait pas de résistance. Et puis, tu as un petit pourcentage d'animaux pour lesquels c'est pas le bon moment ou c'est pas le bon contexte, c'est pas la bonne méthode et du coup, ils résistent et ils résistent et ils résistent comme si c'était dans un abattoir. Et en fait, moi, j'ai vu des chats et des chiens résister à l'euthanasie comme des vaches et des cochons et des moutons à l'abattoir. Et donc, pour moi, l'euthanasie, c'est un outil qui peut être parfaitement adapté et parfois pas. Et il faut aussi vraiment le nommer. C'est la même chose pour les humains, c'est la même chose pour les animaux. Et donc, bah oui, il y a des animaux pour lesquels l'euthanasie, ce sera la méthode idéale parce que ça va les soulager de leur souffrance et parce que eux montrent qu'ils ont envie qu'on les aide à soulager leur souffrance. C'est pas toujours le cas, hein. Il y a aussi des animaux qui veulent qu'on les laisse partir tout seuls. Il faut aussi accepter ça. Et en fait, dans le cas de Hippie, qui est cette vache en question, c'est une vache qui, depuis sa naissance, en fait, elle est extrêmement craintive des humains. Donc, son ancien éleveur, qui est Stéphane Beau d'ailleurs, dont je parlais tout à l'heure, il l'a mise au monde hein, en accompagnant sa vache Maya à la faire naître. Et dès la naissance, c'était compliqué. Elle était retournée dans la matrice. Enfin, c'était déjà compliqué tout de suite en fait. Et il m'a dit, je pense que le fait que l'accouchement, enfin la mise bas était si difficile, ça fait aussi que sa personnalité était beaucoup plus méfiante. Et je le crois volontiers. Et donc, en fait, il a jamais pu l'approcher, cette vache. Hein. Enfin, Hippie, depuis toute petite, pourtant elle est née là-bas, il pouvait pas l'approcher, pas la manipuler. Elle était toujours cachée derrière sa mère. Et en fait, quand elle est arrivée chez nous, elle avait 2 ans et demi, à peu près. Et en fait, elle était devenue sociable après quelques semaines en arrivant chez moi et tout le monde était très surpris parce que quand je dis sociable, alors on s'entend, hein, c'est pas qu'elle venait chercher des gratouilles en se mettant sur le dos comme les autres, mais c'est qu'elle se laissait brosser puis elle appréciait ça. Donc, on arrivait à l'approcher un peu. Et en fait, quand elle a développé cette pathologie qui s'appelle l'actinomycose, donc qui est un champignon qui se loge dans l'os de la mâchoire et qui fait décupler l'os, en fait, eh ben, on a dû lui prodiguer des soins avec le vétérinaire. Et donc, dès les premiers soins, en fait, elle a compris qu'on allait devoir la contraindre pour lui faire des perfusions, des sédations, etc. Et donc, elle a refusé à partir de là et c'était plus possible de l'approcher. Et donc, oui, quand tu dis j'en ai pas dormi pendant des jours, alors, c'est pas exactement ça, c'est que, en fait, pendant une année, le temps que cette maladie se déploie, tous les jours, je la regardais et je me posais la question de comment j'allais faire le jour où elle pourrait plus ouvrir la mâchoire parce qu'elle se laissait plus soigner. Et donc avec le vétérinaire, on s'était dit, on va la laisser comme ça, tant elle souffre pas et qu'elle arrive à manger, c'est pas douloureux hein, en fait en soi, c'est juste qu'à un moment donné, elle peut plus ouvrir la mâchoire. Et donc on s'est dit, on va l'observer et puis au moment où elle pourra plus ouvrir la mâchoire, il faudra aviser quoi. Mais les deux, on savait pas comment faire parce qu'on n'aurait pas pu l'euthanasier, c'était impossible. Et je dis toujours à ces gens justement qui auraient été critiques sur les réseaux sociaux, je dis, est-ce que vous avez déjà vu des chats ou des lapins ne pas coopérer pour des soins? C'est déjà très compliqué de les maintenir hein, quand ils refusent. Donc imaginez un bovin de 700 kilos, c'est impossible, littéralement impossible. Et donc là, voilà, de fil en aiguille, j'ai fait la rencontre de quelqu'un qui fait des transports d'urgence pour des animaux, des grands animaux, et lui qui fait l'abattage à la ferme quand il s'agit de situations d'urgence aussi. Et là, je me suis dit, je suis dans un dilemme, mais il va falloir que j'aille dans cette direction-là parce que avec les vétérinaires avec lesquels j'en ai parlé, avec le service vétérinaire cantonal même, j'en ai parlé, on s'est dit, en fait, avec cette vache, ce sera la seule et unique solution pour mettre fin à ses souffrances, ce sera de la tirer au fusil. Parce que l'euthanasie, c'est impossible. Quand on ne peut pas approcher l'animal, qui prend pas la sédation, que en fait, c'est juste impossible, ce sera une contrainte et un cauchemar. Et en fait, le fait de lui tirer des fléchettes anesthésiantes comme ça aurait été idéalement le cas, ça aurait été complètement inefficace chez elle parce qu'elle était grasse. Donc, elle faisait 700 kilos de gras. Et en fait, il faut savoir que les sédatifs qu'on utilise pour, je sais pas, par exemple, flécher un chevreuil dans la forêt, ça fonctionne parce qu'il a que du muscle. Et du coup, si on vise le muscle, le produit peut faire effet. Et encore, ça fait pas toujours effet. Mais sur du gras, impossible. Et donc là, j'ai vraiment, pendant des mois, fait des recherches avec des personnes spécialisées là-dedans qui m'ont dit, tu oublies le fléchage, ça ne marchera pas chez elle, c'est impossible. Et donc, on leur est stressé pour rien. Voilà, tout ça pour dire qu'on a fait le choix de la tirer au parc. Et en fait, là, le fait est que ça s'est passé dans une sérénité la plus totale. Elle a absolument rien vu venir. Tout était parfaitement apaisé. Et en fait, le clan a pu lui dire au revoir. C'était un moment qui était aussi surprenant que ça puisse paraître, mais c'était un moment magnifique. Et je sais que ça peut être interpellant pour des gens quand je parle de ça comme ça, mais c'est la réalité de ce qu'on a vécu. Et comme je le disais en préambule, mon but avec l'association, c'est d'être dans le concret. On n'est pas dans la théorie illusoire de OK, tous les animaux meurent dans leur sommeil et puis c'est magnifique dans un sanctuaire, il y a que des situations comme celle-ci. Non, c'est pas vrai.
dans un sanctuaire, il y a aussi des conflits, il y a aussi des clashs, il y a aussi des accidents, il y a aussi des décès qui sont pas comme on aurait imaginé. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait le choix d'en parler sur les réseaux sociaux parce que, en fait, j'aurais pu, comme d'autres sanctuaires que je connais qui ont aussi pratiqué ce genre de fin de vie, ils ont fait le choix de pas en parler. Je comprends et je respecte, hein. Mais en fait, moi, je me suis dit, je veux pas rentrer dans ce jeu où on donne une image naïve et erronée, en fait, de ce que sont les sanctuaires. En fait, la vie, c'est aussi ça, la vie d'un sanctuaire. Et donc, vu que j'ai un besoin viscéral de transparence, je me suis dit, bah, je vais en parler et je vais en parler comme ça s'est passé. Je vais pas faire croire à une euthanasie, je vais pas faire croire à ce qu'on n'a pas fait, en fait. Et je vais être honnête. Je savais que ça allait soulever des réactions fortes, c'était compréhensible et légitime. Mais en fait, encore une fois, dans les commentaires, on voit bien qu'il y a une méconnaissance de ces animaux de rente. Il y a une méconnaissance des produits qu'on utilise pour euthanasier des animaux aussi, clairement, parce qu'il y a beaucoup d'illusions là autour. On se dit, ah bah tiens, une fléchette à distance, ça tue. C'est pas du tout comme ça, malheureusement. Et puis, c'était aussi une manière de montrer que, bah, aujourd'hui, il n'y a pas de vegan parfait qui détient des bétaillères pour transporter les grands animaux de rente. Il n'y a pas de vegan parfait qui savent tirer au parc à distance une fléchette anesthésiante. Enfin, en fait, c'était ça aussi que je voulais montrer. C'est que c'est bien joli de faire des grandes théories et de criminaliser les éleveurs, les chasseurs, etc. Mais en attendant, dans les sanctuaires, on a parfois besoin de ces gens-là. Et moi, j'étais très reconnaissante de pouvoir compter sur un chasseur d'élite et qui a su viser cette vache pour qu'elle tombe du premier coup sans qu'elle souffre. J'étais reconnaissante de ça. Je ne défends pas ce qu'il fait en dehors, hein. Attention. Mais là, dans ce cadre-là, je suis reconnaissante de ça parce que je connais pas de vegan parfait qui sait faire ça. Et c'était une manière aussi, bah, comme je te le disais en préambule, de dépasser les clivages. Moi, je pense aujourd'hui que c'est vraiment trop stérile de maintenir cette division en fait entre ces deux mondes-là. Et puis on a des alliances à créer et parfois c'est vraiment pour le bien des animaux qu'on doit le faire. Et là, c'est vraiment dans ce sens-là. Donc, peu importe les commentaires qu'il y a eu. D'ailleurs, tu vois, j'ai voulu organiser une table ronde sur ce sujet pour pouvoir répondre à ça. Donc, il y a des gens qui sont venus pour en parler. Et puis, bah, d'autres, ils sont pas contents, ils sont pas contents, hein. Le jour où ils auraient un bovin de 700 kilos à contenir, je me demande comment ces personnes feraient. Et puis, on en reparlera peut-être à l'occasion. Ouais, bah merci de nous reparler de cette histoire qui, moi, m'avait. Enfin, voilà, ça m'avait touchée. Et en fait, j'avais pas réalisé qu'effectivement, c'était un chasseur d'élite qui avait fait ça. Donc, c'est vraiment hyper intéressant parce que c'est vrai que pour moi, la chasse, c'est aussi très compliqué. Mais du coup, si tu viens aussi. C'est bien parce que tu viens alimenter un peu ma réflexion, me dire, bah oui, c'est sûr qu'il n'y a rien qui est tout blanc ou tout noir sur cette terre. Et il faut un peu composer aussi avec ce qui est là. Et en fait, je voulais rebondir là sur... là, tu parlais de féminisme et de ces questions-là. Dans mon expérience j'étais aussi bénévole en refuge pendant quelques années et j'ai constaté que... Alors, c'est pas des statistiques, mais c'est juste ce que moi j'ai vu, qu'il y avait vraiment, on va dire, un ratio 90% de femmes et peut-être 10% d'hommes dans les refuges. Et j'ai l'impression que dans la protection animale ou dans la défense des droits des animaux, c'est quand même très, très féminin. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu trouves que tu rejoins ma constatation et si oui, à ton avis, à quoi est-ce que ça peut être dû? C'est vrai que dans ces luttes-là, il y a une majorité de femmes militantes et actives. Je le vois aussi. J'ai pas une réponse toute faite, mais j'aurais envie de dire, il y a quand même peut-être instinctivement chez nous les femmes une volonté à prendre soin de la collectivité de façon plus assumée que les hommes. Mais il y a aussi des hommes aujourd'hui qui se réveillent avec ça. Et aujourd'hui, autour de moi, il y a beaucoup d'hommes en fait hein, qui sont actifs en faveur des animaux. Il y a aussi des éleveurs qui se reconvertissent et qui sont essentiellement des hommes. Donc il y a quand même, je trouve, une bascule dans laquelle on est. Mais c'est vrai que c'est comme s'il y avait plus de facilité peut-être pour nous à exprimer de l'empathie sans se sentir ridicule. Il y a peut-être de ça. Et aussi peut-être à s'exposer et à prendre des risques pour le bien de la collectivité. Je, je pense toujours à il y a des études qui l'ont fait. Moi, je n'arrive pas forcément à les citer parce que ça m'intéresse pas trop les études scientifiques, il faut être honnête. Mais des fois, je lis des choses et je me dis ah bah tiens, ça fait sens. Quand on discute aussi avec des gens, on voit qu'il y a des échos qui sont similaires. Par exemple, tu sais que une femme, si elle touche 1 million d'euros au loto, bah tu
peux être quasi sûr qu'elle va réinvestir pour la collectivité. Elle va peut-être garder une petite part pour elle, se faire plaisir un peu, mais elle va réinvestir pour la collectivité. Alors qu'il y a beaucoup d'hommes qui vont gagner 1 million et qui vont dépenser ça dans des voitures, des maisons, etc. Je fais un peu un cliché, mais c'est pas totalement anodin, je pense, de montrer cette différence-là dans la prise de soin. Et si tu veux, là, j'ai envie de te parler de 2 livres que j'ai commencé à lire qui montrent un peu ce parallèle. Il y en a un qui s'appelle Pétromasculinité, qui montre le lien entre le patriarcat et l'avènement du pétrole, euh, avec cette attitude assez masculine de vouloir prendre, prendre, prendre à la terre, aux femmes, voilà, à tout, pour en tirer profit. Et il y a un autre livre qui s'appelle La nature comme femme et qui montre exactement l'opposé. C'est-à-dire que, en fait, peut-être, voilà, plus spontanément, les femmes vont avoir envie de servir au bien commun, d'avoir un rôle à jouer pour protéger la terre, les enfants, les animaux, etc. Et je pense que historiquement, c'est pas pour rien que la chasse aux sorcières a eu lieu, parce qu'en fait, je pense que les sorcières d'antan, c'était justement des femmes qui savaient prendre soin de la communauté et des plus vulnérables et des plus précaires, qui détenaient des connaissances et un lien avec les éléments de la nature, que ce soit les plantes, les animaux, etc., qui était plus fort que ce que les hommes détenaient comme savoir. Et donc, je pense, voilà, que dans une démarche de jalousie et de compétition, on a voulu leur enlever ces savoirs, les brimer pour ça et en tirer profit. Et là, il y a des livres qui parlent de ça aussi, hein, qui parlent du fait que le patriarcat s'est approprié les savoirs ancestraux des femmes pour en faire le lobby médical, le lobby pharmaceutique, qui, voilà, aujourd'hui est critiquable sur bien des points. Donc, j'aurais envie de dire un peu ça. Je sais pas. Chez les animaux, j'essaie toujours de voir chez les animaux comment ça se passe dans les clans. Et dans les clans, je vois qu'il y a quand même ouais, d'ailleurs, la majorité des clans chez nous sont dirigés par les femelles. Et je pense que c'est pas pour rien. Et je dirais que les mâles n'ont pas toujours le même rôle. Simplement, ils sont là, mais ils sont plutôt vraiment avec un rôle beaucoup plus humble dans les clans. C'est un mythe, hein, le truc du mâle alpha, tu sais, qu'on te balance toujours dans les études scientifiques, c'est un mythe. D'ailleurs, les études scientifiques aujourd'hui sont de plus en plus dénoncées comme étant biaisées parce qu'elles sont menées par des hommes qui veulent prouver des choses qui les arrangent bien aussi. Et donc, je pense que en fait, si on observe de façon très pragmatique les clans des animaux, on va voir que c'est souvent les femelles et c'est souvent les mères qui gèrent le clan parce qu'elles le font mieux, parce qu'elles sont plus bienveillantes et plus justes dans leur façon d'éduquer le clan, tout en étant extrêmement fermes aussi quand il faut l'être. Donc, c'est intéressant d'avoir ce regard. Du coup, c'est ce que tu appelles aussi la convergence des luttes, en fait. C'est ça. Est-ce que tu dirais que tu as aussi une approche écoféministe, peut-être ou Je l'ai pas nommé comme tel, mais en tout cas, ça fait sens pour moi de voir des racines communes dans les oppressions ou dans les inégalités sociales. Clairement, je pense qu'il y a des liens à faire et ce serait dommage en fait de pas les faire parce que en portant la voix des uns, on n'est pas contre les autres. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Et, et d'ailleurs, tu vois, pour revenir sur ces fameux clivages, j'ai aujourd'hui beaucoup plus de facilité à parler avec un chasseur qui tire à l'arc une proie de temps en temps pour se nourrir, mais qui a une approche écosystémique, qui est très sensible, justement, tu vois, à son rapport à la nature, etc., qu'avec un vegan parfait capitaliste qui fait la promotion des inégalités de classe. Tu vois, aujourd'hui, je suis beaucoup moins à l'aise avec des gens comme ça parce que même si dans leur assiette, il y a peut-être pas de produits animaux, bah, ils ont un rapport au monde qui est quand même extrêmement élitiste et problématique de mon point de vue. Donc, voilà, c'est là que je trouve intéressant de remettre un peu les choses en perspective. Ouais. Ouais, effectivement. Je partage un peu ta vision des choses aussi. Qu'est-ce que tu appelles coexistence interespèce? Est-ce que c'est le fait de vivre avec plein d'animaux? Est-ce que ça va plus loin? Qu'est-ce que tu entends derrière euh, cette formule? Bah, en fait, pour moi, c'est une manière de montrer que sur un terrain, on peut faire vivre plusieurs espèces différentes avec des besoins différents quand on sait bien s'organiser. C'est pas, c'est pas aussi naïf que ça en a l'air. C'est quand on parle de coexistence interespèces, on se dit, ah bah tiens, tout le monde vit ensemble, il n'y a pas de règles, tout le monde fait comme il veut. Non, c'est pas ça. En fait, la coexistence interespèces, si on veut qu'elle marche, il faut des règles très strictes, en fait. Parce que les besoins des uns vont pas être compatibles avec les besoins des autres. Et donc, pour que ça marche, il faut instaurer des limites et un cadre très clair. C'est important de le rappeler. C'est comme dans une classe, en fait. Tu vois, tu as 20 élèves de parcours différents avec des personnalités différentes. Et pour que l'harmonie puisse régner, il faut un respect de règles communes, en fait. Et donc, la coexistence interespèce, c'est aussi une manière de dire que bah, tu peux faire vivre des prédateurs et des proies dans la nature, enfin, qui seraient des prédateurs et des proies dans la nature. Tu peux les faire vivre sur un même terrain du moment où tu sais comment aménager les espaces pour protéger les uns des autres et faire en sorte qu'ils puissent se côtoyer sur certains terrains. Et
Tu vois, bah, nous, par exemple, on fait vivre ici des moutons, des vaches, des cochons. Alors, ils ont chacun leur espace de vie pour la nuit pour que vraiment leurs besoins soient respectés. Mais en été, ils partagent les parcelles des terrains la plupart du temps, hein. En tout cas, les bovins et les moutons avec les chèvres par le passé ou les chevaux et les ânes, ils vivaient ensemble sur les terrains puisqu'ils avaient le même type de besoins et ils s'entendaient extrêmement bien. Donc ça, c'est aussi important à rappeler. Et la coexistence interespèces, c'est aussi accepter que certains animaux ne peuvent pas cohabiter ensemble, mais ils peuvent se tolérer, tu vois, d'un parc à l'autre. Et c'est comme une grande colocation pour moi, si je veux te faire une métaphore. Tu as des pièces communes, donc salon, cuisine, etc., qui peuvent être partagées par plusieurs catégories d'individus, mais chacun sa chambre pour que ça se passe bien. Et bah, tu vois, sur le terrain, on vit avec des renards, il y a des loups et des lynx dans la région aussi. Donc, on doit composer avec ça. Il y a des rapaces. Et en fait, c'est trouver cet équilibre qui fait que les uns et les autres peuvent se sentir en sécurité. Par contre, je pars du principe que le but, c'est pas de les faire vivre dans des, tu sais, des abris de verre protégés de tout. Dans la nature, il y a aussi des accidents qui peuvent arriver et c'est important aussi de prendre en compte ça, mais sans enfermer tout le monde par principe, tu vois, pour les protéger. Quand on parle de coexistence interespèces, c'est cet équilibre qu'on essaie de créer et qu'on doit ajuster tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que les besoins des uns et des autres évoluent en fonction de qui vieillit, en fonction de s'il y a des malades ou pas, et c'est très intéressant parce que il y a tout le temps du changement. Et moi, ça me force à m'adapter, à me remettre en question tout le temps pour que ça soit le plus serein possible pour tout le monde, en fait. Et ma dernière question, eh bien, c'est de quoi ton association Coexister a besoin et de quoi toi, Virginia, as-tu besoin? En fait, on a beaucoup de chance depuis le début de l'association d'être soutenu, d'être reconnu, ce qui fait que bah il y a énormément de gens autour, tu vois, qui viennent à nos événements, à nos journées bénévoles, nos visites, etc., et qui nous relaient sur les réseaux. Donc, je me sens extrêmement chanceuse déjà de tout ça. Après, évidemment, en tant qu'association, on est reconnu d'utilité publique de notre côté, donc c'est vraiment super. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'on a des aides étatiques. Donc, ce qui fait que autant pour la branche suisse que la branche française, parce que je l'ai pas dit, mais on a créé une antenne française aussi l'année passée pour la reconversion des éleveurs et des éleveuses. Eh ben, on compte sur des dons, mais pas que. C'est très important pour moi de le rappeler, c'est que je vois bien que c'est un piège pour beaucoup d'associations et de refuges de compter que sur la générosité des donateurs et donatrices. Et c'est vraiment un piège dans lequel je voulais pas tomber. Et donc, c'est pour ça que j'ai toujours mis en place beaucoup d'événements au sanctuaire, des formations, bref, 1000 trucs qui nous permettent aussi de vivre financièrement tout en impliquant les gens aussi. Ça peut être des parrainages des animaux, ça peut être des partenariats avec des entreprises. Et ça, c'est quelque chose qu'on essaie de développer, c'est-à-dire de mettre en avant des entreprises éthiques qui partagent nos valeurs et qui sont prêtes à nous reverser un pourcentage de leurs bénéfices, ce qui fait que bah elles contribuent à leur responsabilité sociale et environnementale tout en nous soutenant nous. Et donc, ce qui fait que les consommateurs consommatrices peuvent consommer ces produits, ils ont un avantage à le faire et en même temps ils nous soutiennent, tu vois. Donc, je dirais que les besoins, c'est ceux de relayer ce qu'on fait aussi en France toujours plus pour qu'on puisse toucher toujours plus d'éleveurs et d'éleveuses en reconversion. Il y en a déjà quelques-uns, mais ça va prendre encore davantage. Et c'est aussi le soutien financier par le biais des parrainages ou par le biais de la mise en place de partenariats commerciaux avec des entreprises, encore une fois, qui partagent nos valeurs. Et donc voilà, s'il y a des entreprises ou des responsables qui veulent discuter de ça, on est toujours très ouverte à la question. Et puis bah moi, c'est juste ça en fait dont j'ai besoin parce que tout fonctionne vraiment bien avec l'association. Je suis extrêmement reconnaissante et heureuse de tout ce qui s'y passe depuis 6 ans maintenant avec le sanctuaire et c'est magnifique quoi. Donc je suis très reconnaissante bah aussi des partenariats qu'on a créés, mais aussi des collaborations qu'on a créées avec des gens qui nous soutiennent depuis le début en tant que bénévoles. Donc c'est magique tout ça. Voilà. Et donc voilà, nous on continue à œuvrer aussi un peu plus sur le plan politique pour que le statut des animaux dits de rente qui arrivent chez nous finalement puisse évoluer. Et donc pour ça, ça nécessite un engagement concret aussi et des moyens financiers parce que le temps qu'aujourd'hui je passe à faire des conférences, des tables rondes, etc., bah, c'est du temps que je peux pas dédier au sanctuaire, donc je dois payer des gens pour s'occuper des animaux. Enfin, c'est cet engrenage-là. Ce qui fait que bah, plus l'association grandit, ce qui est le cas là depuis 3 ans, bah, plus on a besoin de moyens pour porter la voix des animaux toujours plus loin, quoi. Donc je dirais que les besoins se situent là. Ok, super. Bah écoute, je te remercie vraiment du fond du cœur d'avoir accepté mon invitation et c'était vraiment un échange très riche et intéressant qui, j'espère aussi, sèmera des graines dans la tête d'autres personnes. Comme ça aussi, ça m'aide dans mon cheminement, dans ma réflexion. Donc vraiment, merci à toi.
Voilà, si les propos de Virginia vous ont inspiré et que le travail de l'association Coexister vous intéresse, je vous invite à les retrouver sur leur site internet asso-coexister.ch ou à les suivre sur les réseaux sociaux asso_coexister. Et n'hésitez pas évidemment à les soutenir financièrement ou à parrainer un de leurs protégés. Et puis si vous êtes une entreprise, n'hésitez pas à les contacter. Voilà, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et on se retrouve très bientôt pour un autre podcast.